tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gendarmes. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des origines de la gendarmerie, la maréchaussée. Cet épisode vous plongera au cœur d'une histoire fascinante où réalité et mythe se confondent pour former l'identité d'un corps d'élite. D'où vient réellement la maréchaussée? Ensemble, nous allons explorer les fondements historiques de cette institution, son évolution à travers ses premiers siècles d'existence et les raisons pour lesquelles son passé reste, encore aujourd'hui, un symbole de légitimité et de prestige. Préparez-vous à plonger dans une histoire où se mêlent tradition militaire, devoir de justice et quête de reconnaissance, en d'autres termes, pour reprendre l'expression de l'historien Pascal Brouillet, au commencement était la maréchaussée. Dès les premiers pas dans les rangs de la gendarmerie, une flamme inextinguible s'allume, celle d'un sentiment puissant d'appartenance à une élite. Ce sentiment puise ses racines dans une histoire magnifiée, un véritable mythe des origines. Ainsi, Pascal Brouillet évoque avec gravité le commencement de la maréchaussée, faisant écho à cette prétention séculaire qui prétend faire remonter les origines de la gendarmerie aux âges les plus reculés. Au milieu du XVIIIe siècle, Martin Rulhière, alors lieutenant-inspecteur des brigades de l'Île-de-France, ancre la naissance de la maréchaussée en l'an 1060, tandis que d'autres voix, parmi les officiers, clament avec ferveur que ce corps, je cite, établi de tout temps par les rois et pour la nation, voit ses racines plonger jusqu'en 1204. En 1789, un autre officier, précurseur dans l'art de mesurer l'ancienneté, n'hésite pas à attribuer à cette institution 8 siècles d'existence, une affirmation qui, malgré le passage du temps, résonne encore aujourd'hui dans les murs de l'institution. Mais pourquoi cet acharnement à affirmer l'ancienneté de la gendarmerie? C'est un acte d'affirmation solennel, une manière de se hisser au rang des parlements et de l'armée dans le grand édifice de l'État monarchique. En proclamant la noblesse de ses missions et l'éclat de ses membres, la gendarmerie ne fait pas seulement preuve de son utilité, mais aussi et surtout de sa légitimité. Les origines des maréchaussées plongent leurs racines dans les brumes du temps, difficiles à cerner avec précision. Pourtant, une certitude émerge des ténèbres de l'histoire. Leur naissance remonte à l'époque tourmentée de la guerre de Cent Ans, au cœur du XIVe siècle. En ces temps où le royaume vacillait, la défense du territoire ne faisait qu'un avec la sécurité intérieure, chaque juridiction se parant de sa propre force de coercition. Dans ce maelstrom médiéval, l'institution prévôtale se dessine. Le connétable, commandant suprême des armées du roi, avait à ses côtés un maréchal qui lui-même s'appuyait sur un prévôt et une poignée d'archers pour rendre justice et maintenir l'ordre parmi les soldats. Le contrôle des gens de guerre devient une nécessité impérieuse, alors que les soldats débandés, c'est-à-dire sans emploi, sèment la terreur parmi les populations. Philippe VI, en 1339, décide alors de renforcer la justice du connétable en créant une force unique, dirigée par un prévôt, chargé de traquer les bandes armées et d'exécuter les jugements prononcés. Cette troupe d'élite, levée pour la durée des campagnes, suit l'armée comme une ombre, limitée dans son action, mais implacable dans sa mission. Au fil des siècles, cette maréchaussée, autrefois éphémère, devient une force permanente, ancrée dans les rouages de l'État monarchique. Sous le règne de Charles VII, avec la naissance du premier noyau d'armée, la maréchaussée prend une nouvelle dimension. Louis XI, en 1464, autorise les prévôts des maréchaux à déléguer leur pouvoir à des lieutenants dans les provinces, leur confiant la tâche de maintenir l'ordre lorsque les campagnes sont troublées par des malfaiteurs insaisissables. Progressivement, ces missions temporaires se transforment en responsabilités permanentes, une évolution consacrée par Louis XII au début du XVIe siècle. L'institution des maréchaussées devient alors un pilier du royaume, leurs prévôts portant fièrement les titres de prévôts généraux ou provinciaux selon leur juridiction. Financé par les provinces et par le roi lui-même, cet ordre d'élite incarne l'autorité royale, seul le roi
pouvant agréer les prévôts et leurs lieutenants. À l'aube de cette institution, trois figures se détachent comme les piliers de la justice militaire: le connétable, le maréchal et le prévôt. Chacun d'eux, au fil des siècles, a vu son rôle évoluer et se renforcer, façonnant le cadre même de l'autorité royale. Ensemble, ils constituent la colonne vertébrale d'un système où la guerre et la justice se croisent, forgeant un équilibre entre force armée et maintien de l'ordre. Explorons ces figures majeures qui, au cœur de la machine royale, ont incarné et exercé un pouvoir à la fois militaire et judiciaire, tissant les liens indissolubles entre l'épée et la loi. Le connétable, dont le nom remonte aux origines mêmes de la France, tire sa puissance d'un rôle qui évolue au fil des siècles. De simple maître de l'étable sous Philippe Auguste, il devient le commandant suprême des armées, cumulant pouvoir militaire et judiciaire. Lors de la fatidique bataille d'Azincourt en 1415, c'est Charles II d'Albret, connétable de France, qui mène l'armée au combat en l'absence du roi. Sous les Valois, l'armée soldée prend de l'ampleur et le connétable se trouve au cœur de la conduite des guerres, convoquant le ban et l'arrière-ban afin de lever l'armée royale et présidant, à partir de 1373, le tribunal de la connétablie où sont jugés les contentieux militaires. À ses côtés, le maréchal de France, du francisque marscalque, c'est-à-dire celui qui prend soin des chevaux, autrement dit un simple valet d'écurie, s'impose lui aussi progressivement comme une figure centrale. Dès le XIIe siècle, il se voit confier des prérogatives militaires, et sous le règne de Saint-Louis, l'office de maréchal est dédoublé. Jusqu'au début du XVIe siècle, le roi peut ainsi compter sur 2 maréchaux de France, en tout point égaux, ce dont témoigne un sceau commun. Lors de la bataille d'Azincourt, seul le maréchal Jehan le Mingre, dit Boucicaut, se trouve aux côtés des troupes, son binôme, Jean II de Rieux, étant trop âgé pour combattre. Le maréchal, chargé de l'organisation des troupes, du ravitaillement et du recrutement, devient également le garant de la justice militaire, nommant à partir de 1339 des prévôts des maréchaux pour l'assister dans ses missions. Ainsi, la maréchaussée et la connétablie se confondent presque, leurs juridictions étant si proches qu'il est aisé de les mêler. Ces 2 puissances siègent côte à côte à la table de marbre du palais de justice de Paris, incarnant la justice royale dans toute sa majesté. Créée en 1339, comme nous l'avons déjà dit, la charge de prévôt des maréchaux évolue elle aussi, oscillant entre différents titres, prévôt de la guerre, lieutenant des maréchaux ou encore sergent d'armes, mais toujours au service du roi, surveillant les troupes, réprimant les exactions et veillant au bon ordre des armées. Au début du XVe siècle, les prévôts des maréchaux, dont le nombre varie en fonction des besoins, disposent d'une troupe soldée pouvant osciller entre 5 et 50 hommes, à pied ou à cheval. Les sources manquent pour dresser le portrait type du prévôt des maréchaux. Considéré comme une fonction subalterne, le prévôt peut tout simplement être un écuyer. Ce qui est sûr, c'est que le prévôt des maréchaux devait disposer de suffisamment d'argent pour faire les avances royales et payer ainsi la troupe, mais aussi tous ceux qui lui permettent de mener à bien sa mission de justice, comme les bourreaux. Faute de source, là encore, on ignore comment le prévôt des maréchaux est nommé. L'est-il par les maréchaux eux-mêmes ou par le pouvoir royal? Devait-il prêter serment? Ce que l'on sait, c'est que certains peuvent avoir un rôle influent auprès du roi, à l'image de Louis Tristan l'Hermite, qui, ayant servi sous le règne de Charles VII, devient un éminent conseiller de Louis XI. À partir de l'édit royal du 3 octobre 1544, le nombre de maréchaux passe à 6, tout comme naturellement celui des prévôts. On compte désormais le prévôt de l'hôtel, à la cour du roi, le prévôt de la connétablie et maréchaussée de France ou grand prévôt avec 100 archers, 4 prévôts des maréchaux aux armées, 1 à la suite du connétable avec 50 archers et 3 à la suite de chaque maréchal avec 20 archers chacun, soit un total de 200 à 300 archers. Dès le XVIe siècle, la maréchaussée s'affirme donc comme l'instrument privilégié de l'État monarchique, une force d'exception capable de rétablir l'ordre dans les temps de crise, son autorité militaire et judiciaire étant le rempart ultime contre les troubles qui agitent le royaume.
Ainsi, elle devient non seulement un symbole de puissance, mais aussi un outil indispensable à la pérennité de la couronne, ce qui explique qu'elle va connaître de profondes transformations dans les siècles qui suivent, en même temps que le renforcement du pouvoir royal, évolution sur lesquelles nous reviendrons dans un prochain épisode. Pour approfondir votre compréhension du contexte de la création de la maréchaussée, voici quelques recommandations bibliographiques essentielles. La guerre de 100 ans de Georges Minois, réédité en 2024 dans la collection Tempus des éditions Perrin. Un ouvrage incontournable qui retrace avec brio les multiples facettes de ce conflit majeur, maintenant accessible en format de poche. Le Dictionnaire de la guerre de 100 ans, sous la direction de Jean-Marie Moeglin, publié en 2024 dans la collection Bouquins. Ce dictionnaire exhaustif rassemble une mine d'informations sur les acteurs, les batailles et les enjeux de cette période troublée. Azincourt de Philippe Contamine, réédité en 2023 dans la collection Folio Histoire. Une analyse détaillée de l'une des batailles les plus célèbres de la guerre de 100 ans, éclairant les stratégies et les conséquences de cet affrontement décisif par le grand spécialiste du monde militaire médiéval. Les articles de Pascal Brouillet sur la maréchaussée, dont certains sont issus de sa thèse de doctorat, ses écrits, dont certains sont accessibles en ligne, offrent un regard sur l'évolution et le rôle de cette institution dans l'histoire de France. Histoire et dictionnaire de la gendarmerie, de la maréchaussée à nos jours, sous la direction de Jean-Noël Luc et Frédéric Médard, publié en 2013 aux éditions Jacob Duvernay et avec le concours du ministère de la Défense. Cet ouvrage offre une perspective originale sur l'évolution de la gendarmerie depuis ses origines, avec notamment pas moins de 300 notices. Histoire des gendarmes, de la maréchaussée à nos jours, sous la direction de Jean-Noël Luc, publié en 2016 aux éditions Nouveau Monde. Un livre essentiel pour comprendre le développement de cette force de l'ordre à travers les siècles jusqu'à nos jours. Ces lectures, parmi tant d'autres, vous permettront de plonger plus profondément dans l'histoire de la maréchaussée et donc dans l'histoire militaire et institutionnelle de la France. Bonne exploration et à bientôt pour un nouvel épisode.